Et ça y est, on est live. Je sais pas s'il y a déjà des participants et participantes. Je ne pense pas parce que les gens ne sont rarement déjà là quand on commence. Mais si des gens sont déjà là, bonjour à toutes et tous. Si, il y a déjà 33 participants et participantes qui sont là, donc bravo pour votre ponctualité. Comme à chaque début de webinaire, on attend quelques petites minutes pour que tout le monde ait le temps de se connecter, surtout que c'est une horaire un peu entre deux, donc on commencera officiellement dans une ou deux petites minutes. Je suis en compagnie de, pas de Laure, mais de Julien de Entourage et de Justine de Entourage. Et moi, je suis Garance de Wenadi. Julien a pris la connexion de sa collègue Laure, mais c'est bien Julien qui sera avec nous aujourd'hui. Et Justine qui est avec nous également. Ça se connecte au fur et à mesure. Toujours petit moment de latence avant de commencer. J'ai pas d'icebreaker à vous proposer, mais en tout cas, je suis ravie qu'on soit déjà aussi nombreux à participer. Hop, je pense qu'on va pouvoir commencer. Ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent vont pouvoir prendre le train en route. Donc moi, comme je vous disais, je suis Garance de Wenabi. Je suis chargée de tout ce qui est sensibilisation et des temps forts qu'on fait chez Wenabi. Et Wenabi, qui sommes-nous pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, qui se disent qu'est-ce qu'on fait là avec Wenabi et Entourage. Wenabi, on est la solution qui connecte les associations et les entreprises pour l'intérêt général. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on permet aux salariés d'entreprise de se mobiliser pour des associations sur leur temps de travail ou aussi sur leur temps perso à travers des missions de terrain, du mécénat de compétences ou des collectes de dons. Et ce, bien sûr, toujours en fonction des besoins des associations. On va proposer une variété de solutions très diverses pour que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, puisse engager ses collaborateurs à son échelle et bien sûr de la meilleure manière possible, encore une fois en répondant aux besoins des associations. On existe depuis 2017. On a pu aider aujourd'hui 1500 associations en France et à l'international. On accompagne des entreprises dans plus de 69 pays aujourd'hui et c'est plus de 100 000 collaborateurs et collaboratrices qui se sont engagés via la plateforme Wenabi. Et depuis nos débuts, on a pu lever 2,5 millions d'euros au profit des associations. C'est quelque chose dont on est très fiers. Et pour cette fin d'année et notre dernier temps fort de 2023, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous étaient déjà présents à d'autres webinaires, mais on fonctionne par temps fort chez Wenabi. Et pour ce temps fort, on propose à nos entreprises partenaires de se mobiliser auprès d'associations pour soutenir les personnes démunies, isolées ou en situation de précarité. Et dans le cadre de ce temps fort, les salariés de nos entreprises partenaires peuvent retrouver sur la plateforme un parcours de sensibilisation sur l'urgence sociale. Ils peuvent aussi retrouver des missions variées auprès d'associations. Ça peut être notamment participer à une opération d'emballage de papier cadeau pour lever des fonds pour une association, les Restos du Cœur ou le Secours Populaire. Ils peuvent participer à des maraudes ou encore animer un chalet de Noël associatif à la Défense, par exemple. On propose aussi aux salariés de nos entreprises partenaires, mais aussi toutes celles et ceux qui ne sont pas partenaires de Wenabi, de recevoir un calendrier de l'Avent solidaire qui va faciliter le passage à l'action pendant le mois de décembre avec des actions solidaires mais faciles à réaliser à la portée de tout le monde. On a sélectionné 15 actions en partenariat avec les associations avec lesquelles on travaille pour un maximum d'impact pour cette fin d'année. Par exemple, ça va être écrire une lettre à une personne âgée, isolée, prendre rendez-vous pour donner son sang ou bien se former contre le harcèlement de rue. Donc une palette d'actions que tout le monde peut réaliser en cette fin d'année ou aussi vous pouvez les réaliser en janvier ou février si vous n'avez pas trop le temps cette année, mais ça vous donne des bonnes idées d'action. On vous envoie ce lien d'inscription au calendrier de l'Avent solidaire dans le mail suite au webinaire. Et moi, je vous invite chaleureusement à vous y inscrire. C'est un super outil. Et enfin, bien sûr, dans le cadre de ce temps fort, on organise un webinaire avec l'association Entourage. On avait vraiment à cœur de donner la parole à Entourage sur un sujet hyper important et qui concerne pour le coup tout le monde. C'est lutter contre l'exclusion des personnes sans domicile et favoriser le lien social. Je sais que ça nous est tous arrivé de croiser des personnes sans domicile dans notre quartier ou en allant au travail et de pas vraiment savoir comment agir ou comment aider, ou de vouloir bien faire sur une situation et de se questionner après en se disant est-ce que j'ai vraiment bien fait dans cette situation? Est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? Et parfois, on n'ose pas forcément prendre contact avec des personnes sans domicile qu'on va croiser tous les jours dans notre quartier, alors qu'on a envie, mais on sait pas comment faire, on n'a pas les clés. Et c'est pour ça que Julien et Justine vont pouvoir prendre la main et nous donner des éléments concrets pour mieux comprendre le monde de la rue,
pour déconstruire des préjugés et des a priori qu'on a tous et tous, et surtout apprendre comment aller à la rencontre des personnes sans abri. En attendant, vous avez le chat à votre disposition pour poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Il y a aussi les emojis si vous voulez réagir à des informations. Et il y aura des sondages tout au long du webinaire auxquels vous pourrez répondre sur des a priori que nous avons sur le monde de la rue. Hop, et je passe la main sans plus attendre, je pense à Julien. Et j'enlève ma présentation. Merci beaucoup pour cette petite avant-propos. Et bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, c'est pas Laure, du coup, c'est Julien. Et je suis en compagnie de Justine. Aujourd'hui, on va vous présenter donc la sensibilisation au monde de la rue d'Entourage. Nous, Entourage, on a à cœur de remettre le lien social au centre des questions du coup de la grande précarité. Et aujourd'hui, notre but, ça va être de vous montrer que vous pouvez agir en local, dans vos quartiers, auprès de vos voisins qui n'ont pas de toit, et de façon en fait très simple, tout en un petit peu levant des blocages sur des préjugés que vous pouvez avoir, enfin des idées préconçues, c'est pas du tout un problème. L'idée justement, c'est de partir plus léger après ce webinaire. Donc évidemment, étant donné qu'on est nombreux, les réactions se feront par le chat, et comme a dit Garance plus tôt, il y aura des temps d'interaction autour de sondages pour voir un petit peu ce que vous pensez de certains sujets. Évidemment, le non-jugement est de mise pour ce webinaire. Alors, quelques mots pour vous présenter l'association Entourage que vous ne connaissez peut-être pas encore. L'association Entourage, on a été créée il y a à peu près 10 ans par notre fondateur qui s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc, il venait du monde de la tech, pas du tout du monde du social, mais tous les matins, entre son domicile et son lieu de travail, il croisait des personnes sans abri qu'il a commencé par saluer, avec qui il a commencé à créer du lien social, jusqu'à ce qu'un matin, Darius, une des personnes sans abri, l'arrête, parce que Darius s'était fait agresser pendant la nuit, il s'était fait casser les dents. Il avait un besoin urgent de recevoir des soins dentaires. Jean-Marc s'est retrouvé un peu dépourvu parce que Darius lui a demandé de l'aider. Il a quand même eu l'idée de poster un message sur ses réseaux sociaux personnels pour demander si dans ses contacts, quelqu'un connaissait un dentiste qui accepterait de soigner gracieusement Darius. Il l'a trouvé très rapidement et de là lui est née une idée qui était de créer un réseau de proximité et de solidarité qui permettrait de faire se rencontrer à la fois des personnes qui ont des besoins et puis des personnes qui pourraient répondre à ces besoins. Jean-Marc, comme il venait de la tech, il s'est quand même dit qu'il fallait qu'il aille challenger son idée auprès des premiers utilisateurs, à savoir les personnes sans abri qui croisaient tous les matins. Et donc, il est retourné pendant 1 an et demi travailler son idée auprès de ces personnes à la rue. Et il s'est aperçu, en fait, que à la racine de toutes les pauvretés matérielles, il existait une pauvreté qui était celle du lien social. Pauvreté de lien social, isolement social, et que aucun dispositif n'adressait à ce jour cette pauvreté-là. Et donc, c'est comme ça qu'est né Entourage. Entourage, l'objectif, c'est de créer des réseaux sociaux qui sont vraiment sociaux, qui permettent d'entourer durablement les personnes en situation de précarité et d'isolement social. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de sensibiliser. À travers notre programme ambassadeur, on a une vraie ressource de bénévoles qui sont hyper précieux et que vous pouvez rejoindre, on en parlera après. Donc, on essaie de sensibiliser à la fois les citoyens, les enfants, les jeunes, pour que tout le monde puisse changer de regard sur la précarité. Ensuite, de connecter les personnes à travers plein d'outils numériques qu'on a, et notamment notre application Réseau Entourage, qui permet de mettre en lien des personnes en situation de précarité et d'isolement social, et puis des personnes incluses dans la société. Et puis, l'objectif final, c'est de rassembler, de créer des rencontres transformantes entre des personnes qui ne se seraient sans doute jamais rencontrées sinon. Et c'est ça qui est beau, ça fait toujours des belles histoires ensuite. Une des clés, pour la slide suivante, une des clés d'Entourage, c'est toutes nos actions sont guidées par le comité de la rue. Je vous ai dit que Jean-Marc, quand il avait eu son idée, il a quand même eu l'intelligence d'aller la challenger auprès des personnes premièrement concernées. Et donc c'est pareil, chez Entourage, on a un comité de la rue. C'est une quinzaine de personnes qui ont vécu ou qui vivent encore à la rue, ou en tout cas qui sont en situation de galère, et qui sont là pour nous apporter leur expérience, pour garantir que l'action d'Entourage se fasse vraiment avec les personnes en situation de précarité et d'isolement, et pas seulement pour elles. Je vais m'arrêter là et on va laisser Kenny, Elina et Gilbert, qui sont les membres de notre comité de la rue, vous en dire plus. Le comité de la rue, c'est un organe assez important au sein de la gouvernance de notre association, composé de personnes qui ont vécu significativement des situations de rue. Et ces hommes et ces femmes, en fait, prennent toutes les décisions importantes de l'association Entourage et de nos projets. Chaque fois qu'on a une décision à prendre, on la prend avec eux. Pourquoi, à la base, Jean-Marc a voulu créer le comité de la rue? C'est parce qu'il s'est dit, on a envie de faire des choses pour les sans-abri, mais nous, qu'est-ce qu'on y connaît?
que ce soit sur un plan matériel, sur un plan logistique, mais sur un plan aussi psychologique. Bien, je m'appelle Eric, je m'appelle Gilbert. Je m'appelle Rachid. Je m'appelle Omar. Je m'appelle Elina Dumont. Et moi, c'est Kenny Legout. Je suis le président du comité de la rue chez Entourage. Le comité de la rue, c'est vraiment un peu la boussole éthique d'Entourage. On intervient tous les 15 jours dans une salle de réunion, on se réunit pour approuver un petit peu les projets mis en place par Entourage. Au-delà de ça, on va aussi dans les entreprises, sensibiliser. Nous allons aussi dans les collèges et les lycées afin de toucher les plus jeunes. On essaie de donner nos petits conseils d'anciens de la rue. Si on cumule le nombre d'années que chaque membre du comité de la rue a passé, ça fait 85 ans. 85 ans, c'est une vie en bonne santé. C'est pour ça que le comité de la rue, il est fort. Il est fort de son expérience et notre parole, elle est pertinente et elle compte. C'est de la grande expertise de la rue. La rue, on la connaît. Si vous la connaissez pas, nous, on peut vous l'apprendre. On peut vous apprendre ses codes. On peut vous dire ce qui ne va pas. On peut vous dire de quoi les gens souffrent. Tout ce que je peux vous dire avec mon demi-siècle, si je m'en suis sorti, c'est vraiment, mais vraiment, grâce aux rencontres. Et une rencontre humaine, il n'y a rien de mieux. Il y a pas mal d'autres associations, voire de pouvoir public, qui trouvent assez génial de faire en sorte qu'on prenne nos décisions avec le comité de la rue. Et en fait, ils demandent au comité de la rue d'Entourage des conseils sur des projets qu'ils voudraient monter. Aussi, ce qu'on aimerait sur le long terme, c'est quand même que les associations prennent un peu le pas et arrêtent de faire pour les personnes, mais plutôt avec, vraiment en créant des instances de personnes sans domicile à qui on donnerait réellement la parole, qui pourraient faire des sensibilisations. Et c'est pour cela aussi qu'avec Entourage, on aimerait qu'il y ait un comité de la rue créé dans chaque grande ville où Entourage est implanté et bien sûr au-delà après. Le comité de... Pardon. Et donc, à la suite de cela, on va vous proposer quelques clés de lecture sur la précarité et l'isolement social pour que vous compreniez, comme l'ont évoqué plus tôt Elina, Kenny par exemple, que le lien social et le manque de lien social a des conséquences graves sur les personnes en précarité. En fait, on dit que le lien social, l'absence de lien social tue indirectement, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer au travers des prochaines diapositives. La première chose qu'on va faire tous ensemble, si vous voulez bien, c'est qu'on va essayer de faire un état des lieux de la précarité en France. Et donc là, on va vous mettre à contribution à travers un sondage qui est apparu, qui vous demande, selon vous, combien y a-t-il de personnes SDF aujourd'hui en France ? À vos votes. Vous pouvez répondre directement sur le petit sondage qui s'est affiché, ou ceux qui ne trouvent pas le sondage peuvent répondre dans le chat. On a toujours des gens qui ne trouvent pas le sondage, donc vous pouvez répondre directement. Alors, les réponses commencent à affluer. Il y a à égalité 330 000 personnes et 212 000. Dans tous les cas, c'est énorme. Je laisse les experts nous répondre sur le bon chiffre. Alors, le bon chiffre va apparaître, c'est 330 000. 330 000 personnes SDF en France. Il faut savoir qu'en 2012, on les estimait à 143 000. Donc, c'est un chiffre qui avait plus que doublé en 10 ans. C'est un chiffre qu'il faut encore prendre avec des pincettes parce qu'il est très difficile à évaluer, parce que les personnes sans abri, sans domicile fixe, sont des personnes qui ont tendance à s'invisibiliser, parfois à se cacher, tout simplement pour assurer leur sécurité. On a aussi des personnes qui sont nomades, qui sont en errance perpétuelle, etc. Donc voilà, donc au moins 330 000 personnes sans abri, et malheureusement, c'est un chiffre qui augmente. À votre avis, encore, chers auditeurs, parmi ces 330 000 personnes SDF, en pourcentage, combien sont des femmes ? Donc là, on va pouvoir jouer au juste prix. Donc, vous avez un nouveau sondage qui apparaît. Qu'en pensez-vous ? Je crois que le chien de Garance veut participer au sondage. Ouais, il est pas content. Ok, alors je vais vous donner la réponse. On estime à 38% le nombre de femmes, parmi les personnes sans domicile fixe, le nombre de femmes. Là encore, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce qu'on les croise moins souvent
dans la rue que les hommes, parce qu'elles ont besoin de développer des stratégies pour se protéger. Et donc, encore plus que les hommes à la rue, on va retrouver des femmes qui développent des stratégies d'errance perpétuelle, des femmes qui se cachent, des femmes qui se griment aussi, pour tout simplement ne pas être embêtées quand elles sont dans la rue. Troisième question, pour lesquelles nous demandons vos avis. À quel âge estimez-vous l'espérance de vie d'un homme sans domicile fixe? Donc là encore, vous avez un sondage qui apparaît. Entre 49, 79 et 85 ans. Il y a une grande majorité des réponses pour 49 ans. 49 ans, eh bien vous avez raison. Malheureusement, on estime, alors c'était une estimation qui datait de 2019. Si on met ça en lumière, enfin en regard avec la moyenne d'âge nationale selon l'INSEE qui est de 79 ans pour les hommes, on s'aperçoit effectivement que c'est quasiment moitié moins en espérance de vie. Ça s'explique par un risque beaucoup plus fort quand on est à la rue de développer des pathologies, un accès aux soins et à l'hygiène qui est beaucoup plus difficile, à beaucoup plus de fatigue, une exposition croissante au stress, etc. Et au fait que le monde de la rue est violent et que ça déclenche forcément aussi des répercussions sur les personnes qui vivent à la rue, avec en plus un facteur de fragilité psychologique qui s'installe, dû à ce stress, dû à ces conditions violentes, qui explique que les hommes qui vivent à la rue ont une espérance de vie moins élevée. Il faut savoir que pour les femmes, c'est encore moins haut, c'est 46 ans pour les femmes qui vivent à la rue, et là c'est encore plus frappant quand on met ça au regard du fait que les femmes, normalement, dans la moyenne nationale, vivent plus longtemps que les hommes, et bien les femmes qui vivent à la rue vivent moins longtemps que les hommes qui vivent à la rue. Dernier état des lieux, selon vous, en pourcentage, combien de personnes SDF viennent de l'aide sociale à l'enfance? Donc là encore, par le sondage, est-ce que vous estimez à un quart ou à la moitié? Je ne sais pas si on a quelques réponses, Garance, déjà. Oui, c'est très équivalent, un quart et un demi. Ok. Eh bien, donc, je vous apporte l'éclairage. On estime que 25% des personnes SDF viennent de l'aide sociale à l'enfance. Et ça met vraiment en lumière notre conviction chez Entourage de la nécessité d'avoir des réseaux sociaux. Il faut savoir que les jeunes qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance ne le sont plus à partir de 18 ans, même s'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour les accompagner un peu plus longtemps. Mais voilà, à partir de 18 ans, imaginez-vous des jeunes qui n'ont aucun réseau de soutien, ni familial, ni professionnel, ni affinitaire souvent, qui se retrouvent tout seuls. Et ben, une grande majorité d'entre eux basculent à la rue, puisque trop de freins à lever et que tout seul, encore une fois, sans être entouré, on ne peut pas s'en sortir. Là, on vous fait un état des lieux pour que vraiment vous compreniez bien ce que c'est que la précarité. Après, on se donnera des clés pour agir et pour lutter contre l'exclusion sociale, pour que vous repartiez pas tous déprimés de ce webinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'isolement social, ça touche beaucoup de personnes en France. Ça touche 7 millions de personnes qui sont estimées selon la Fondation de France en 2022. Être en situation objective d'isolement, ça veut dire ne pas avoir plus de 3 vraies conversations dans l'année. Une vraie conversation, c'est quand ça va au-delà du « ça va ». Et donc, on considère comme étant isolées les personnes qui n'ont pas contact de visu avec des personnes des 5 réseaux, donc les réseaux familiaux, les amis, les voisins, les collègues, le secteur associatif, etc. Ce qui est intéressant et en même temps dramatique, c'est de voir que l'isolement social et la précarité en fait se nourrissent et se répondent. Si on est en situation d'isolement social, alors à la moindre galère, au moindre accident de la vie, on n'aura personne sur qui s'appuyer et donc on aura encore plus de risques de se retrouver en précarité. Et puis à l'inverse, quand on est en situation de précarité mais qu'on n'a personne sur qui on peut s'appuyer, alors s'en sortir tout seul, ça devient encore plus compliqué. Et donc on s'aperçoit que les personnes qui sont touchées par, les catégories de personnes touchées par l'isolement social, on compte en majorité des personnes âgées et puis les personnes en précarité. Ce qu'on se disait sur l'isolement social et ce que disait Julien sur l'isolement social tue, c'est vrai, 83% des personnes sans domicile fixe disent ressentir le rejet des passants et des commerçants. Et ça, c'est quelque chose qui vient naturellement et c'est le plus haut besoin qu'ils expriment quand on leur demande. Et maintenant, on va essayer de discuter de préjugés qui sont coriaces, qui ont la peau dure pour les personnes en précarité. Et c'est un temps surtout pour lever des freins pour tous les participants ici, pour se dire qu'en fait c'est normal d'avoir ces freins-là parce qu'on est exposé à une certaine réalité de la précarité. Il faut vous dire qu'en fait c'est comme un iceberg. Dans le quotidien, dans votre quotidien, quand vous sortez de chez vous, vous allez au travail, je ne sais, vous êtes avec des collègues sur une terrasse, des amis, vous voyez une partie émerger de l'iceberg, de la précarité donc.
Et il reste en fait plein de choses cachées, plein d'individus, plein de profils qui sont relevant aussi de la précarité, mais que vous ne voyez pas. Et ça biaise le regard sur la précarité, notamment en termes d'emploi, de mendicité, d'alcoolisme. Pour faire plus court, par exemple, pour l'emploi, on a cette idée d'incompatibilité du travail et de la grande précarité, et pourtant, 24% des personnes en grande précarité ont un travail, dont 20% en CDI. Pourquoi sont-elles à la rue? Parfois, ce sont des emplois avec des revenus précaires. Parfois, c'est l'accumulation des coûts de la vie. En réalité, quand on est à la rue, les biens matériels durent très peu. Ils sont exposés aux intempéries, à la difficulté de la vie, l'inconfort. Il y a aussi les déplacements. Les personnes en grande précarité ont tendance à aller vers les centres-villes afin d'avoir accès à tous les services possibles et disponibles, mais les emplois se trouvent souvent en périphérie, et donc ils doivent trouver des moyens, donc des transports en commun, des usages différents pour aller au travail et aller en travail en état de travailler. C'est aussi une question qui est très importante pour eux. Parfois, c'est des personnes qui se griment pour pas qu'on ne voit, pour ne pas qu'on voit qu'elles soient en précarité, et donc ça aussi, ça a un coût. Et pour nombre d'autres personnes, c'est tout simplement le défaut de lien social, d'hygiène, de réseau à mobiliser qui fait qu'elles ne peuvent pas travailler, alors qu'elles souhaiteraient travailler. Ensuite, la mendicité. Alors là, on vous propose un petit sondage, parce que c'est important. Je pense que c'est un des éléments principaux de la grande précarité qu'on interroge. Et on aimerait savoir, selon vous, combien de personnes en grande précarité mendient régulièrement? Alors, je sais, moi, j'ai pas de retour, donc je sais pas si... Alors, il y a 30% pour la majorité des répondants et répondantes, Très bien. 57% ensuite. Alors, c'est 14% des personnes en grande précarité qui mendient régulièrement. Ça fait très peu, et pour plusieurs raisons. Déjà, la mendicité, c'est extrêmement coûteux en énergie. C'est à la fois violent pour le physique, parce que, objectivement, les personnes doivent se rendre dans des lieux où elles sont visibles. Donc, elles doivent aller dans des espaces souvent extérieurs, des boulevards, des allées, des places. Donc, elles sont exposées aux intempéries pour être vues. Et c'est aussi difficile moralement parce que c'est aussi avoir une certaine capacité à se détacher de sa propre dignité. On sollicite l'aide des gens, on va demander l'aide de quelqu'un et on se confronte bien souvent à l'indifférence des individus. Et une journée de mendicité rapporte en réalité 10 à 15 euros. Donc c'est un gain très peu important compte tenu de l'effort fourni, et beaucoup ne se tournent pas vers cette pratique-là. Donc c'est vraiment l'idée qu'on se fait de la mendicité est en fait une réalité très moindre pour les personnes en précarité. Et il en va de même pour l'alcoolisme. Donc, selon vous, combien de personnes en situation de grande précarité sont-elles en situation d'alcoolisme? Alors là, sur les sondages, c'est très, très variable. Il y a Ah bah c'est plus plutôt compliqué. 21% ou 43% qui reviennent. Eh bien, il y en a qui a la bonne réponse, c'est 21%. Et c'est intéressant parce que Alcool Info Service montre une statistique de 15% pour les hommes en France, donc les hommes au sens général, qui sont en situation d'alcoolisme. Donc c'est des statistiques qui sont très proches. Et pourquoi une statistique si faible? C'est la même idée que pour la mendicité, c'est une part déjà émergée qu'on voit sur les espaces publics, mais c'est aussi une idée qu'on se fait de la consommation de l'alcool. Un exemple qu'on utilise très souvent, nous, c'est de se dire que nous, tout à chacun, en tant que riverain, on peut aller sur une terrasse d'un bar, on peut aller boire un verre entre amis. On a cette possibilité-là parce qu'on a les moyens de le faire, déjà, les moyens matériels, mais aussi parce qu'on a le réseau social qui permet de boire un verre entre amis, tout ça. Et ces personnes-là, on n'a aucune idée si c'est la troisième, la quatrième ou tout simplement la première boisson alcoolisée qu'elles consomment. Et c'est le biais qu'on se crée avec le temps qui fait qu'on a cette idée-là de l'alcoolisme. Ensuite, il faut aussi se dire, comme l'a déjà dit auparavant Justine, la vie à la rue est extrêmement difficile. Il y a des violences à la fois physiques et psychiques. Et l'alcool est l'anxiolytique le moins cher existant. Et c'est un excellent outil pour à la fois tromper les pensées intrusives du fait de l'indifférence des passants, du fait de la violence physique, de la violence morale. Et c'est aussi un très bon anxiolytique qui fait passer le temps différemment. Le temps est long à la rue, extrêmement long. Et l'alcool permet de tromper ça. Pour parler encore de temps, je pense que l'élément le plus important d'une personne à la rue, c'est le retour vers le logement. Bien qu'une fois dans le logement, c'est pas non plus évident, il y a encore tout un suivi qui doit être fait. Il y a d'abord ce parcours-ci qu'on vous présente, qui est un petit peu la trame principale de retour vers le logement, mais qui fait forcément, nécessairement, preuve d'individualité du fait des différents profils qui peuvent avoir existé. Donc les personnes qui sont déjà en régularisation, par exemple, les femmes, les ménages avec enfants, il y a une variété de profils importante, donc des réalités différentes.
Pour autant, ce schéma-là reprend la plupart des éléments, donc on va l'étudier pour voir pourquoi est-ce que ces 6 étapes sont en réalité extrêmement longues. Tout d'abord, les maraudes. Donc, je pense que vous connaissez les maraudes. C'est le premier contact des personnes en situation de grande précarité. Elles peuvent être alimentaires, elles peuvent être hygiéniques, elles peuvent être médicales, ou comme chez Entourage, ça peut être des maraudes sociales où vous allez juste à la rencontre des personnes. Mais elles ont toutes pour seconde fonction d'aider la personne à être réorientée. Les maraudes travaillent en coordination pour réorienter vers le 115. L'idée, c'est de... Pardon, excusez-moi. L'idée, c'est de se dire que l'appel au 115 permet aux personnes, de façon quotidienne, de demander l'accès à un centre d'hébergement d'urgence pour pouvoir y passer la nuit. Le 115, c'est un numéro qui est disponible 7 jours sur 7, en 24 heures sur 24, et qui est censé, du coup, recenser l'intégralité des lieux disponibles pour dormir. Mais malheureusement, la chose qui frappe énormément ce numéro, c'est le nombre de demandes pour le nombre de lits disponibles, qui est vraiment très inégal. On peut considérer sur Paris qu'un appel au 115 peut faire entre 5 minutes à 5 heures d'attente, ce qui est énorme, et pour un taux de, un résultat qui est souvent négatif. En réalité, près de 80% des personnes qui appelaient auparavant le 115 ne l'appellent plus, et ceux qui persistent à appeler, seulement 10% d'entre eux ont une réponse, c'est-à-dire une personne au bout du fil, mais la réponse n'est pas nécessairement positive. Donc c'est pas une réponse suffisante, le 115 à jour. Souvent, à défaut d'avoir le 115, elle se réoriente vers l'accueil de jour, qui est un accueil qui permet d'avoir accès simplement à un toit pour la journée, prendre un café, recharger un téléphone, rencontrer un travailleur social, ou tout simplement aussi récupérer un sandwich pour le midi. L'accès aux douches également. D'autres font des bagageries. Enfin, il y a énormément de modèles. Et l'idée, c'est que dans un accueil de jour, avec l'aide d'un accompagnement social de très long cours, parce qu'il faut trouver l'accès à un hébergement, il faut trouver l'accès aux démarches, il faut reconstituer le profil de la personne, on peut la réorienter vers un centre d'hébergement d'urgence où elle pourra retrouver une forme de stabilité, qui est encore très précaire, car dépendante du nombre de disponibilités, de la durée d'hébergement possible. Et, in fine, l'idée, c'est de retourner vers un hébergement d'insertion, soit un CHRS, donc centre d'hébergement et de réinsertion sociale, soit une résidence sociale, que ce soit en dense ou en diffus, c'est-à-dire différents appartements, toujours avec l'accompagnement d'un travailleur social. Donc vous voyez, là d'aspect, il y a 6 étapes, mais en réalité, ça peut prendre 10 à 15 ans, 2 semaines, 3 semaines, dépendant des profils, dépendant des opportunités. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, contraint énormément les personnes. Et c'est pour ça qu'on a voulu résumer l'ensemble de ces éléments. Donc Justine l'a un petit peu évoqué auparavant, c'est de se dire que la grande précarité n'est pas seulement une précarité matérielle, c'est une précarité qui est remplie de freins périphériques, qui est remplie d'éléments qui complexifient d'autant plus la situation et qui entraîne un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'au démarrage, la personne située au centre de ce schéma proposé par ATD Carmonde souffre déjà de combats et de violences issus même de sa situation de rue, c'est-à-dire qu'elle est exposée aux intempéries, aux autres, tout simplement à la difficulté de la vie encourue à la rue. Mais elle se voit aussi, au fur et à mesure de cela, déposséder son pouvoir d'agir sur sa propre situation. Et ce, à cause de différents freins périphériques comme la maltraitance sociale. Donc, c'est-à-dire que forcément, les personnes en grande précarité n'ont pas le même accès à l'hygiène, n'ont pas le même accès à la santé, n'ont pas le même accès aux biens matériels, et donc souffrent d'un manque de reconnaissance sociale qui amène à plusieurs types de maltraitance, des contributions non reconnues. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup chez Entourage. Il y a beaucoup de pères aidants, donc de personnes en précarité qui sont bénévoles pour aider les personnes en précarité au sein des associations, mais ce bénévolat n'est pas nécessairement reconnu. Et enfin, comme nous l'évoquions, les revenus insuffisants et le manque de travail décent sont aussi des choses qui sont des réalités pour les personnes en précarité et les amènent à toujours plus de précarité, de difficultés et toujours moins de pouvoir d'agir sur la situation. Donc c'est vraiment un engrenage qu'il faut essayer d'endiguer. Et comme l'avait dit plus tôt Justine, on ne peut pas l'endiguer seul parce qu'on n'a pas la possibilité d'agir sur soi. On a besoin de l'aide de quelqu'un. Et l'aide passe par le travailleur social, certes, par les institutions, certes, mais aussi par un réseau social de personnes avec qui échanger, des personnes motrices, des personnes dynamiques, pour se remobiliser. Et enfin, également, sur l'extérieur, vous voyez qu'il y a le lieu, le temps, la durée, qui sont tous ces facteurs individuels qu'il faut qu'on ne souffre pas tous de la même grande précarité. La grande précarité est très éparse, et tous ces facteurs concourent à faire des situations individuelles qui demandent des traitements individuels. Maintenant qu'on a dressé un état des lieux de la précarité, que vous en savez plus et que vous avez peut-être pu aussi déconstruire vos préjugés, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut agir à notre échelle individuelle en tant que citoyen pour plus de liens sociaux et pour lutter contre l'exclusion sociale. Et donc là, pour ça, on a une première question pour vous.
Selon vous, comment peut-on lutter contre l'isolement des personnes sans abri et des personnes sans domicile fixe? Donc là, on compte sur vous pour répondre dans le chat. Volonté politique, des lieux, leur parler, prendre le temps. Leur parler, ça revient souvent. Leur offrir un café, discuter, super. Les maraudes aussi qui reviennent. Ouais, qui reviennent, génial. Partager un repas. Top. Et on va pouvoir se pencher sur cette question-là en donnant la parole à Elina. Elina, c'est la vice-présidente de notre comité de la rue. Peut-être avant, pour introduire ce qu'elle dit, notre mission, du coup, vous l'avez compris chez Entourage, c'est vraiment d'entourer durablement les personnes en précarité et en situation d'isolement pour leur permettre d'être à nouveau incluses dans la société. On l'a dit, on entend souvent que la solitude, c'est le mal du siècle et qu'il faut le combattre. C'est encore plus vrai pour les personnes qui sont en situation de précarité. Ce qui est intéressant, c'est, on l'a vu tout à l'heure, 83% des personnes SDF disent ressentir le rejet des passants, selon une étude. Et quand on leur demande ce dont elles ont besoin en premier, le premier besoin qui apparaît, c'est le besoin de lien social. Avant même les besoins de première nécessité, le logement, etc. Et donc c'est pour ça que chez Entourage, on est persuadé que chacun peut changer et inverser la tendance. Mais je vais laisser Elina le dire mieux que moi. Sourire, le bonjour et un sourire, c'est ça qui compte le plus quand tu es à la rue. Pour moi, c'est ça qui m'a sorti aussi de la rue en même temps, parce que moi, j'ai les riverains, à force de les côtoyer, eh ben, c'était systématiquement bonjour, même les enfants, c'était pareil. Pas spécialement qu'il fallait qu'ils me donnent une pièce, non, c'était le contact, c'était le bonjour, c'était un sourire, c'était tout ça qui me faisait plaisir. Moi. Et c'est pour ça que je m'en suis sorti comme ça aussi. Parce que j'aurais été tout seul dans mon coin, qu'on me dise pas bonjour, rien du tout, ben, je serais encore à la rue actuellement. Ce qui est de génial avec le petit réseau que je me suis fait, c'est de voir les gens, les riverains qui habitent là, ou bien les gens qui viennent travailler près du métro où je suis, ils passent, ils s'arrêtent et ils ne font tout simplement que dire bonjour, comment ça va, et ça m'aide, ça aide vraiment. Ça montre qu'on est toujours vivant, qu'on existe encore, qu'on n'est pas simplement un tas de vêtements de chair et d'os tapés sur les escaliers du métro. On est là, on est une personne à part entière, ils nous regardent, on papote un peu avec eux, et à la longue, il y a des liens qui se tissent, qui me donnent quelque chose, qui me fassent une obole, une petite offrande, ou pas. Ça n'a absolument rien à voir. Mais les rencontres avec les gens, c'est essentiel. Un bonjour peut aider une personne à la rue. Je pense que oui, parce que ça peut l'humaniser. Ça crée un contact par la suite. Ça peut même devenir un ami de quartier. Je pense que dire bonjour à un sans-abri, même s'il ne vous regarde pas, même s'il vous fait la tête, même s'il vous regarde bizarrement en se disant mais attends, pourquoi il me dit bonjour? Mais en fait, vous savez pourquoi il vous fait la tête? Parce qu'il a tellement l'habitude d'être dans l'indifférence que le fait de lui dire bonjour, il est tellement étonné qu'il dit mais attends, il est bizarre cette personne. Mais si, c'est très important. Et personnellement, moi, quand j'étais sans domicile fixe, j'ai toujours adoré quand les gens me parlaient. Et puis un bonjour entraîne un petit mot, et puis une petite phrase, et puis une petite aide. Enfin, un petit bonjour peut aller très loin dans le temps. Bien sûr, je pense qu'un bonjour peut changer la vie, la journée, le moment, l'instant d'une personne sans domicile. Et donc, pourquoi s'en sortir si on est tout seul? Donc, quand les gens nous disent bonjour, ça donne envie de s'en sortir. Un bonjour va amener un autre bonjour, qui amènera encore un autre bonjour, qui amènera une poignée de main, un échange de prénoms. Je vais terminer en disant que les belles histoires commencent souvent par un bonjour. Mais ça lui remonte le moral quand même. Elle va se ressentir qu'elle existe. Cette personne, elle va se ressentir qu'elle existe. Mais c'est que cette personne va être reconnue. Voilà. Au moins un bonjour, c'est un sourire. Pour cette personne, ça lui remonte sa journée. Et donc, sur justement ces mots du comité de la rue, maintenant on va essayer de voir comment aller à la rencontre de ces voisins sans-abri
Et comme l'a dit Kenny, moi j'adore cette phrase, les belles histoires commencent souvent par un bonjour. Et c'est pour ça que justement, commencer par dire bonjour, un regard et dire bonjour, c'est déjà accepter que la personne existe et ça fait beaucoup pour elle. Ce sur quoi nous insistons chez Entourage, c'est de se dire que on va à la rencontre de ses voisins sans abri, certes, mais on va surtout à la rencontre de ses voisins. Il faut essayer de se dire qu'on rencontre d'abord une personne avant sa situation pour vraiment créer un échange mutuel et non pas un don. C'est pas un don de son temps, c'est un échange. On va essayer d'établir un lien. Et pour faire un lien, il faut être deux. Et donc c'est pour ça qu'on insiste pour le fait de déjà ne pas imposer son aide, parce qu'on n'a pas cette posture d'aidant. Notre but, c'est pas d'être un énième soutien médico-social, certes nécessaire, mais qui ne pourvoit pas ce lien social que nous, on essaye de mettre en avant auprès des personnes en grande précarité, pour les remobiliser, pour leur redonner cet entourage moteur dans leur démarche. Et de cette façon, pour créer un lien durable qui conserve cette posture vraiment d'égal à égal, on insiste sur l'horizontalité. Donc la hauteur, c'est à la fois la façon de parler avec la personne, c'est de vous voyez déjà au départ, de proposer un échange tout à fait cordial au début, mais aussi quand la personne est dans la rue, c'est par exemple une personne qui est assise sur le trottoir, qui est assise sur un banc, et c'est se mettre à sa hauteur, conserver une distance confortable pour les deux personnes, ne pas se rendre intrusif, qui justement est une posture plus d'aidant, mais vraiment garder cette distance cordiale au sein de laquelle vous pouvez tout simplement échanger vos prénoms, un bonjour, comment vous allez, je voyais que vous êtes du quartier, vraiment des échanges très 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 succincts, mais qui créent un début de lien. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais aller dans les sujets, par exemple, complexes, comme l'histoire de la personne, parce que déjà, d'une part, c'est son histoire personnelle, donc c'est du domaine très privé, mais aussi parce que c'est un sujet que la personne peut essayer d'éviter, dont elle n'a pas envie de parler, ou peut-être un sujet duquel elle parle avec son travailleur social. Et donc ça ramène dans cette posture d'aidant. Donc c'est vraiment des sujets qui sont à fuir pour vraiment garder la pureté du lien social au sens vraiment d'échange entre voisins. Et par contre, un point de vigilance sur lequel nous sommes très importants, c'est les fausses promesses. Et en fait, ce sont des choses très simples. Parce que créer des déceptions pour ces personnes peut avoir des conséquences dévastatrices, notamment en termes de lien social et de retour vers les autres. Et par exemple, dire à une personne à demain et ne pas être là le lendemain, ça a de réelles conséquences. Et on peut se dire comme ça de façon assez légère que c'est pourtant quelque chose qu'on peut dire à un collègue et le lendemain on n'a pas la possibilité d'eux. Mais là, cette personne dans la rue, sur une journée, elle va voir 5000 personnes qui sont indifférentes, qui ne la regardent pas. Et vous êtes peut-être la seule ou une des deux seules qui lui adresse un bonjour, avec qui vous avez établi un contact. Et donc, cette personne, elle va se dire, si elle m'a dit à demain, j'aurai peut-être quelqu'un à qui reparler. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se tenir à ce qu'on se dit et ne jamais engager plus que ce qu'on peut au départ. Et c'est pour ça qu'on vous propose toutes ces clés. Donc, je vais les passer très succinctement. Mais l'idée, c'est de dire que la confiance, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, comme avec n'importe quelle personne que vous rencontrez, et qu'il faut conserver au maximum cette idée de se laisser rencontrer et donc d'échange. C'est une situation où on essaye de partager quelque chose l'un avec l'autre, et pour partager quelque chose de façon confortable pour les deux personnes, rien de tel que de passer par les centres d'intérêt. En fait, les centres d'intérêt, c'est quelque chose d'à la fois très sincère, parce que c'est les choses auxquelles vous tenez, auxquelles la personne tient, les choses qui vous passionnent, ce que vous aimez, ce que vous écoutez comme musique. Et en fait, ce sont des choses qui n'engagent que très peu votre vie privée et la vie privée de la personne. Donc, ça permet de créer un lien déjà sincère, par les atomes crochus, par des discussions, des débats sur des sujets de surface, mais qui permet déjà de rentrer dans une situation où vous vous connaissez mieux l'un l'autre. Et c'est avec le temps que se construit la confiance, et c'est avec le temps que se construit la rencontre. C'est pour ça qu'il faut essayer de passer par des choses comme les centres d'intérêt au démarrage. Et bien sûr, comme on l'a dit plus tôt, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister plus que ça, l'horizontalité est le plus important. Le but, c'est pas d'arriver sur un interrogatoire ou de, se poser vraiment en se disant je veux t'aider, je peux t'aider, tout ça. De dire en fait, quand je discute avec la personne, déjà je l'aide et je m'aide aussi à passer un cap, à me dire que oui, ce sont des personnes avant d'être des personnes en situation de précarité. Selon vous, combien de personnes SDF possèdent un smartphone? On vous pose cette question parce que ça fera lien avec notre outil phare de chez Entourage, qui est une application téléphone. Donc, à vos sondages ou à vos réponses dans le chat, est-ce que c'est 30%, 53%, 71% ou 90%? Alors, là, dans les réponses, c'est plutôt 30% ou 50%. Ok, génial. Et ben, merci pour vos contributions. La bonne réponse, c'est 71%.
des personnes SDF possèdent un smartphone, et ça va plus loin si on considère le téléphone en général, puisque là, on a 90% des personnes SDF qui ont un téléphone. Pourquoi c'est l'outil indispensable et l'objet indispensable à avoir? Parce que le téléphone, il permet à la fois de maintenir le lien avec ses proches, d'avoir accès à de l'information, notamment pour tout ce qui va concerner les structures sociales autour d'eux, effectuer ses démarches administratives aussi en ligne. On peut plus se passer d'un smartphone puisque tout est dématérialisé, se divertir, s'informer, garder du lien. Enfin voilà, le téléphone, il sert à tout ça. Donc on est loin des préjugés sur sans doute que les personnes SDF n'ont pas de téléphone. Et comme on a de plus en plus de jeunes qui sont en situation de précarité, on a forcément de plus en plus de personnes SDF aussi qui ont un téléphone. Vous allez peut-être me demander, mais comment est-ce qu'elles font pour avoir accès à cet outil? Eh bien, sachez qu'il existe des smartphones à très bas coût qui sont proposés par exemple par d'autres associations comme Emmaüs Connect. Il y a aussi des collectes, il y a aussi des dons, et puis il y a des forfaits très accessibles aussi, qui permettent, en plus des connexions Wi-Fi qu'on trouve dans toutes les villes, dans certaines grandes chaînes de restauration, etc., aux personnes de rester connectées. Et ça, c'est hyper important. Et ça nous permet chez Entourage de leur proposer de télécharger l'application qui s'appelle Réseau Entourage, que vous allez pouvoir télécharger aussi. Cette application, vous vous en rappelez peut-être, c'était l'idée première de Jean-Marc, de créer un outil pour faire se rencontrer des personnes qui se sentaient isolées et puis des personnes qui pourraient entourer d'autres personnes. Et donc, sur cette application Entourage, on a déjà 160 000 personnes qui ont créé un compte. Elle a permis d'entourer déjà plus de 15 000 personnes en situation de précarité, en situation de rue. Et puis, 30% des membres du réseau sont des personnes en précarité. On vous propose vraiment de la télécharger. Dedans, vous allez trouver plein de contenus pédagogiques déjà pour aller plus loin que ce webinaire. Vous allez trouver aussi des cartes avec tous les dispositifs sociaux qui existent. Si jamais vous rencontrez une personne en précarité qui vous demande de l'aide pour pouvoir s'orienter vers des dispositifs sociaux, vous allez pouvoir rejoindre des groupes de discussion ciblés sur l'application. Vous allez pouvoir rejoindre des groupes de voisins aussi. C'est pas que à destination des personnes en précarité, pas du tout. Si vous venez de déménager et que vous voulez rencontrer des gens dans votre quartier, eh ben, n'hésitez pas à organiser, vous, ou à rejoindre un événement de convivialité déjà proposé. Ces événements, ils sont vraiment prétexte à la rencontre. Quand on fait un apéro, quand on fait une pétanque, quand on décide d'aller partager une soirée karaoké, on s'en fiche de qui est inclus, qui est riverain, qui est personne en précarité. Et c'est ça qui est vraiment la base de l'ADN d'Entourage. Pourquoi on vous encourage encore plus à la télécharger? C'est qu'en ce moment, Entourage bénéficie d'une opération soutenue par la Fondation FDJ. Et donc, pour chaque téléchargement, 1 € est reversé à notre association. Vous avez jusqu'au 4 décembre pour faire ça. Donc, en plus de pouvoir vous lancer dans une démarche individuelle pour aider des personnes exclues socialement, vous pouvez soutenir financièrement Entourage et nos actions via le téléchargement. En plus, on a une trop belle campagne en ce moment autour des rencontres transformantes. On vous a mis quelques visuels. On a notamment Vianney et Thomas Ruyant qui vient de gagner la Transat Jacques Vabre. Donc voilà, on a plein de stars sur cette campagne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. On va... Je peux caler la petite anecdote rapidement, parce que c'est sorti tout récemment. Vianney a sorti un album musical récemment, et Eric, donc que vous voyez avec lui sur la photographie, a rédigé les paroles d'une des chansons, celle qui s'appelle Debout. Voilà, c'est le Eric de Villers qui est sur l'album de Vianney. Et vraiment, au début, ils en ont discuté. Et après, c'est Eric qui s'est proposé d'écrire les paroles. Donc, c'était pour vous partager cette petite histoire fort sympathique. Eric, c'est vraiment l'incarnation, c'est notre président du comité de la rue en ce moment, c'est l'incarnation de toute l'histoire d'Entourage. Il y a plein de vidéos de lui trop belles sur YouTube, n'hésitez pas à aller suivre son parcours. Mais effectivement, il a cette belle actualité en ce moment. On vous a expliqué comment vous pouviez passer à l'action à votre échelle individuelle en tant que citoyen. On a aussi plein de parcours d'engagement dédiés à destination des collaborateurs d'entreprise, donc via Wenabi, mais pas seulement. Et donc, on a plein de formats hyper accessibles qui permettent de vivre des moments en équipe, parce que c'est hyper important pour faire du team building, pour avoir de la cohésion d'équipe, mais pour faire ça de façon utile et impactante. Et donc, on a à la fois des ateliers de sensibilisation, on peut venir dans vos bureaux avec un membre du comité de la rue pour échanger, déconstruire les préjugés, découvrir encore d'autres clés pour passer à l'action. On a des jeux de pistes pour découvrir le quotidien de personnes à la rue. On a des rencontres connecteurs pour essayer d'aider des personnes en précarité à retrouver le chemin du travail. Voilà, on a vraiment plein de formats qui sont hyper chouettes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut vous accompagner, vous, entreprise, pour développer un vrai parcours engagement, pour permettre aux collaborateurs de passer à l'action. Et puis, on a quelques offres aussi de formats non dédiés.
pour les entreprises qui n'auraient peut-être pas de budget ou pas le temps de construire des vrais parcours engagement. Et donc là, c'est des propositions de faire du coaching pour des personnes en situation d'isolement qui n'ont pas ce réseau professionnel qui est pourtant indispensable quand on cherche du travail. Des défis LinkedIn pour donner des petits coups de pouce aussi à des personnes qui cherchent du travail. Et puis des webinaires comme ceux qu'on vient d'animer qui permettent au grand public de se former sur les questions de la précarité. Et on a un autre webinaire sur le sujet des femmes en précarité pour creuser un peu le sujet, mais sous un autre prisme. Et donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc on a un temps vraiment disponible pour discuter de tout. Sachez que l'idée, c'est vraiment de repartir en ayant vidé ses poches. Il faut que toutes les idées qu'on avait, les sujets un petit peu complexes qu'on voulait aborder, soient abordés. Nous, on n'a aucun problème avec ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir une parole libérée sur ce temps d'échange. Il y avait déjà une question dans le chat qui était tombée tout à l'heure, c'est comment on fait par rapport justement à ce préjugé de l'alcoolisme qu'on peut avoir. Une personne sans domicile nous demande par exemple de lui acheter une bière. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on lui propose autre chose? Comment on réagit dans cette situation-là? Alors, il y a plein de façons de réagir. Le tout, c'est de se dire où on en est déjà dans la rencontre avec cette personne. Vous avez, je pense, si vous avez déjà fait le pas d'aller vers cette personne et discuter avec elle, vous avez déjà un regard sur sa situation, si la personne est déjà bien, si la personne discute avec vous de façon calme, détendue. Si vous êtes dans un échange confortable, c'est tout à fait possible. En soi, chez Entourage, nous on fait des rencontres nomades qui sont nos maraudes sociales. Les gens nous disent toujours, est-ce que vous prenez avec vous, vous donnez de la monnaie pendant, vous les aider sur l'exercice de mendicité, tout ça. Et on leur dit non. Et même on leur dit, on va pas aller les déranger parce qu'en fait ils sont en train de faire la manche, ils sont en train de travailler, on va pas aller les déranger. On va voir avec eux, on va discuter s'ils ont un temps, s'ils nous ont vu et qu'ils ont envie de discuter. Et c'est ça, toujours trouver cet équilibre avec la personne. La personne, si elle a envie de prendre une bière, pourquoi pas? Ça se trouve, en fait, elle a même envie de la partager avec vous. C'est ça, cette idée. C'est qu'en fait, beaucoup de maraudes sociales ont cette attitude, par exemple, avec du café, des potages, surtout avec l'hiver qui approche. Vous voulez un café, et vous servez un café à la personne. Vous n'avez pas créé de lien, vous avez donné quelque chose. Pour mutualiser, la bonne chose à faire, par exemple, simplement de dire « Ah bah, si vous voulez boire un café, ça vous dérange si j'en bois un avec vous ?» Puis vous servez un café, là, vous discutez. Il n'y a peut-être pas la terrasse, il n'y a peut-être pas la tonnelle, mais vous avez tous les deux un café, vous êtes à deux, vous discutez. Il n'y a pas mieux pour créer du lien. Parce que c'est vraiment simple, ça engage très peu de choses, et pourtant, c'est vraiment sincère. Et nous, c'est ça qu'on cherche. La sincérité qui n'engage pas beaucoup la responsabilité des individus. Est-ce que je peux compléter, Julien? Il y a une anecdote que j'aime bien d'Eric, encore lui, qui disait que quand il était sans abri, il s'installait souvent à la sortie du métro Rome et que souvent tous les jours, donc il voyait passer des tonnes de gens, mais qu'à la fin de la journée, souvent, il avait jusqu'à 7 sandwichs au thon. Parce que les gens voulaient l'aider, mais ne s'arrêtaient pas à cette question de en fait, est-ce que vous avez besoin de quelque chose et qu'est-ce que je peux vous acheter? Et donc, il y avait une boulangerie pas loin et les gens lui donnaient jusqu'à 7 sandwichs au thon par jour. Donc, il arrivait après chez Entourage, les bras chargés de ses sandwichs au thon, parce qu'il y avait deux sujets. Le premier, c'est qu'il aime pas le thon. Et le deuxième, c'est que il avait des problèmes dedans et qu'il pouvait pas manger de sandwich. Et en fait, il disait, avec cette anecdote qui est un peu marquante, que si on lui avait demandé de quoi il avait besoin, il aurait dit autre chose. Et donc, c'est vraiment ça, repartir à la base, en fait, de bonjour, un sourire, un bonjour, on en revient à la base. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut partager un sandwich, partager un café? Et repartir vraiment, redonner du pouvoir d'agir et du pouvoir de décision aux personnes qu'on croise. Et pour répondre à la question de Maurice, c'est quoi une maraude sociale? Alors, à la différence du coup d'une maraude classique où on va avoir des colis alimentaires, des colis hygiène, qui sont peut-être plus des maraudes d'associations comme la Croix-Rouge, vous pouvez connaître, la Sauvegarde par exemple. Nous, chez Entourage, on a mis en place du coup, on appelle ça maraude sociale pour que les gens reconnaissent, mais nous, on appelle ça la rencontre nomade, parce que nous, on va vers les personnes. On a nos ambassadeurs, donc qu'avait présenté Justine, qui sont nos bénévoles formés à la posture, qui travaillent en tant que lien entre des riverains qui viennent découvrir une rencontre nomade et les personnes en précarité pour les aider à se rencontrer. C'est vraiment la porte d'entrée vers la rencontre et l'aller vers dans l'espace public qui, voilà, c'est exactement ça, c'est complémentaire. L'idée, c'est d'arriver à travailler sur ça, de se dire, en fait, en sortant d'une rencontre nomade en tant que riverain, mais dire bonjour, ça ne m'engage à rien de plus. Et ça fait déjà beaucoup.
Et on a aussi cette chose, Garance, comme tu le disais au tout départ, on a toujours vu des gens, on a tous vu quelqu'un, on a tous pas su comment l'aider. Et il y a aussi un autre truc, une autre chose qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on a tous déjà détourné le regard. On est des êtres humains. On avait tous nos écouteurs, on n'a pas voulu les enlever. On a tous détourné le regard. On est humain. Parce qu'en fait, quand on est démuni face à une situation, on ne sait pas comment on réagit pas. c'est normal. Et c'est pour ça aussi, si jamais vous êtes, par exemple, je ne sais, à Paris, à Lille, à Lyon, à Rennes, à Marseille, vous avez les équipes d'entourage avec qui faire ces rencontres nomades pour passer le pas et faire ce premier pas avec quelqu'un pour créer ce premier lien. Et vous verrez qu'après, vous pourrez le faire tout seul au quotidien, ce sera très simple. Il y a une autre question, je ne sais pas si vous avez la réponse, Julien ou Justine, c'est est-ce qu'il y a un pourcentage de personnes sans domicile fixe qui le sont par choix? C'est vrai que parfois on a tendance à penser que si tu es à la rue, tu as plus ou moins choisi. Est-ce qu'on a un chiffre sur ça, sur des choix de parcours de vie ou... Non, par contre, on a quelque chose d'assez intéressant, je pense. C'est que ça, c'est une idée qui a été construite. C'est une idée qui est construite et qui est très vieille. Pour vous faire l'anecdote, il y a une époque où on voulait accompagner les personnes en grande précarité de façon très directrice. Donc c'était vraiment quasiment une tutelle. On prenait les personnes en charge. Et le problème, c'est que ça ne marchait pas. Et pourquoi est-ce que ça ne marchait pas? Parce que, comme elle a pu l'évoquer Kenny plus tôt dans une des vidéos, il faut que les structures et les associations travaillent avec et pas pour les personnes en précarité. Parce que ça amène à des exemples comme celui de Justine où on se retrouve avec 700 sandwichs au thon et on n'aime pas le thon. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas SDF par choix, mais qui ne trouvent pas dans les services et dans les aides actuellement proposées de réponses pertinentes. D'une personne à l'autre, par exemple, je peux vous donner sur l'île un exemple très simple. Il y a deux personnes qui sont très amies dans la communauté de personnes en précarité. L'une dort dans la halte de nuit parce qu'elle est confiante, parce qu'elle préfère dormir à l'abri et que ça lui va très bien. Et l'autre, pas du tout. Il dort dans un parking parce qu'il a peur des autres, parce qu'il tient à ses affaires, parce que ça lui convient pas du tout, parce qu'il se sent pas en sécurité. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on fait avec l'individualité. Et c'est pour ça que le modèle qu'on vous a montré en 6 étapes, il fallait un modèle, une structure pour organiser tout ça, mais elle ne peut pas convenir à tout. Non, hyper clair. C'est vrai que l'individualité, on parle de personnes sans abri, mais on parle de personnes avant tout. Tu l'as dit tout à l'heure et je trouvais ça hyper bien dit. C'est pas des personnes en situation de précarité, c'est des personnes et qui sont en situation de précarité par ailleurs. Mais ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes dans l'Assemblée qui souhaiteraient vous rejoindre. Et donc concrètement, comment ça se passe s'ils sont à Lille, à Marseille ou autre? Comment rentrer en contact avec l'asso et les antennes locales pour venir participer à des maraudes ou Alors, la meilleure façon de le faire, c'est de passer par l'application. Quand vous avez l'application, vous allez voir sur la page d'accueil quelqu'un qui vous accueille, un des employés d'entourage en local. Vous pouvez discuter avec lui ou simplement vous allez sur le calendrier des événements et vous inscrivez sur la petite vignette « Je participe ». Et vous allez voir nos bénévoles, nous, qu'importe, et vous dites, voilà, j'avais envie de faire un événement avec vous, je découvre. Et ils sont là pour vous accueillir, on est là pour vous accueillir. Le but, c'est vraiment de se dire qu'on a tous un point de départ différent et on arrive tous au même point quand on fait une rencontre nomade et quand on en sort. C'est ça. Donc c'est vraiment passer par l'application, n'hésitez pas. Après, il y a les numéros locaux aussi si vous voulez plus d'informations. Ces infos sont disponibles sur les différents réseaux sociaux, mais sinon, l'application est l'outil phare. Super. Et est-ce que vous êtes présent à Toulouse? Je crois qu'il y a des Toulousains parmi nous. Est-ce qu'Entourage est à Toulouse? Alors, à Toulouse, on aimerait s'y développer. Okay. En fait, le sujet avec Entourage, c'est que nous avons donc les antennes avec des salariés, parce qu'on a certains territoires qui ont été développés en priorité, comme le territoire marseillais, le territoire lillois, parisien, le territoire rennais et lyonnais. Mais par contre, des endroits comme Toulouse, comme Bordeaux, Saint-Étienne, ce sont des espaces qu'on essaie de développer avec justement des ambassades. Donc juste des bénévoles que nous on a formés, avec qui on a travaillé en distanciel, qu'on est allé voir une fois de temps en temps sur le terrain, qui ont vraiment tout un suivi avec nos travailleurs, notre travailleuse sociale Barbara, avec nos équipes, et qui sont en capacité de faire ça en autonomie. Évidemment avec un régime moindre, parce qu'il y a moins de personnes présentes sur le territoire. Mais Toulouse en faisait partie. Donc si vous êtes intéressé à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter sur une des différentes boîtes mail. Il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Moi, typiquement, l'entreprise.
Je t'en prie, Justine. Mais si vous êtes une entreprise à Toulouse, à Nantes, à Saint-Étienne, dans les villes où on n'est pas encore, n'hésitez pas à nous faire signe aussi. Les entreprises souvent ont des liens, des maillages sur le maillage territorial qui sont hyper forts et qui nous aideraient fortement à nous développer. Donc voilà, on est aussi là en attente de vos prises de contact. Donc en tant que particulier, moi je pourrais par exemple développer en tant que bénévole un réseau entourage là où je suis en Normandie. C'est envisageable. Exactement. Trop chouette. L'idée, c'est de se saisir au maximum de l'application et de demander de l'appui autant que possible aux équipes entourage sur l'application pour mobiliser, pour parler de ça, pour essayer de trouver justement des entreprises où on peut tirer un fil et trouver une communauté. Ok, c'est super. Pour peut-être aussi les plus petites villes où vous n'êtes pas encore 100% développé, vous disiez 160 000 personnes qui ont déjà téléchargé l'application, donc il doit y en avoir un peu partout. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, il y a une dernière question, c'est comment réagir face à la mendicité. Au-delà d'engager la conversation, quel est votre regard sur la mendicité? Je pense que vous l'avez un peu abordé aussi tout à l'heure. Eh bien, c'est complexe parce que la mendicité, c'est à la fois un travail pour la personne, donc elle essaie au maximum de capter l'attention des gens. Donc c'est compliqué d'établir une discussion parce qu'elle n'est pas vraiment disponible. Ouais. Son énergie est ailleurs. Par contre, c'est tout à fait possible de s'arrêter, simplement, d'accorder un regard et faire « je suis navré, j'ai pas du tout de monnaie ». Déjà dire « bonjour, je suis navré, j'ai pas du tout de monnaie, bon courage, passez une bonne journée, je suis désolé ». Et comme l'a déjà dit Elina, la personne, elle peut nous jeter une vacherie, nous jeter une méchanceté. Elle n'est pas adressée à nous. Elle est adressée à une situation. Et en fait, vous êtes la seule personne qui avait essayé de l'entendre. Donc elle jette un cri du cœur, parce que c'est dur, parce que c'est tout ça, et que d'habitude, personne ne la regarde. Voilà. Il ne faut jamais prendre tout ça pour soi. C'est très compliqué de trouver ce juste milieu, mais il faut se dire que vraiment, il y a des personnes qui voient 5000 personnes dans la journée qui ne la regardent pas. Ouais, moi j'ai fait enfin je dis toujours bonjour et je suis très sensibilisée à cette situation et c'est vrai que j'avais tendance à dire bon courage et je me suis déjà fait un peu engueuler sur le bon courage. Il me disait bah quoi bon courage, tu m'aides même pas et tu me dis bon courage. Et on peut le prendre mal, mais en étant sensibilisé comme tu le dis, on se dit ok, c'est pas moi le problème c'est la situation, c'est l'indifférence. Et je me dis bah au moins j'ai parlé avec lui et la prochaine fois je dirai pas bon courage et je discuterai un peu plus avec cette personne, mais pas prendre personnellement les retours, c'est hyper important. Pour pas se décourager aussi, je pense, en tant que citoyen, de se dire j'ai pas eu le retour escompté ou c'est cette posture du sauveur dont tu parlais, c'est qu'on attend beaucoup de reconnaissance aussi, mais se dire que bonjour ça suffit et s'il n'y a pas de merci, s'il n'y a pas de bonjour en retour, ça suffit aussi. Alors, comment réagir face à la toxicomanie? Alors Maurice, ça c'est très simple. Pour aller à la rencontre de quelqu'un, il faut déjà soi-même être confortable. Si vous avez une appréhension, ce qui est compréhensible par contre, totalement, j'entends tout à fait, face à une personne, vous n'allez pas être en capacité de créer du lien. Et nous, chez Entourage, on tient aussi à dire une chose, comme vous rencontrez des gens, déjà vous entendez certainement pas avec tous vos voisins, il y a de fortes chances, on s'apprécie pas avec tous nos voisins, et on n'est pas forcément en capacité d'aller adresser la parole à tout le monde. Par exemple, moi en tant qu'homme, j'ai beaucoup plus de mal à créer du lien avec une femme en précarité. Parce que je me dis, est-ce qu'elle va avoir de l'appréhension? Est-ce qu'elle va être en capacité de m'entendre? Est-ce que je vais pas la déranger? Il faut aussi toujours se mettre dans cette posture de est-ce que je suis capable de le faire correctement? Nous, dans Rencontre Nomade, on croise des personnes en situation d'addiction, on croise des personnes qui sont contraintes par cela, et on a toujours des ambassadeurs qui nous disent, et alors qu'ils sont formés, on garde toujours cette disponibilité-là, moi je suis capable, moi je ne le suis pas. Et ils demandent toujours aux riverains, souhaitez-vous y aller? Êtes-vous à l'aise avec cela? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est difficile pour vous? Et l'important, c'est toujours se dire, si c'est difficile pour moi, je vais très, très difficilement créer du lien. Parce que je vais être sur la réserve, je vais un peu m'être distant, et je vais peut-être faire pire que mieux. Donc c'est pour ça, il faut se dire, il y a des autorités compétentes partout, il y a des gens qui sont en capacité d'aider ces personnes. Et peut-être pas vous, et c'est pas grave. On peut pas aller vers tout le monde. Il y a des gens qui pourront créer ce lien-là. Voilà. Faut pas se culpabiliser parce qu'on n'a pas réussi à dire bonjour à tout le monde non plus. J'ai à préciser. C'est pas non plus, faut pas non plus voir ça comme une tâche, un travail de j'ai vu 4 personnes, faut que j'aille faire 4 bonjours. Non, si on court après un train, on court après un train. C'est pas grave, voilà. C'est important aussi de mettre de la demi-mesure parce que je sais que des fois on se fait un peu de schémas mentaux compliqués à ce sujet-là. Mais il faut vraiment simplifier, se dire être sincère et c'est le plus important.
Super. Et moi, j'en profite, j'ai une question aussi. Est-ce que j'ai téléchargé l'application Entourage, mais je l'ai pas encore bien étudiée. Est-ce qu'il y a des recommandations, par exemple, sur des numéros à appeler ou des centres à proximité sur lesquels on peut référer les personnes? Complètement. Vous avez une carte des lieux solidaires qu'on établit en partenariat avec le Soliguide, donc l'association Solinum, Ouais. Solidarité numérique. Et donc le Soliguide, sur l'application mobile, vous allez avoir une carte localisée sur vous et vous allez avoir des filtres. Bagagerie, cherche une douche, cherche des sanitaires, cherche, je ne sais, un accueil de jour. Et vous cliquez sur les filtres et vous avez les adresses proches avec une fiche d'information. Vous allez avoir les horaires d'ouverture, si ça accueille que des femmes, des hommes et des femmes, des ménages. Et comme ça, vous pouvez dire à la personne, bah, est-ce que vous connaissez un tel? Il y a un numéro, ou sinon vous pouvez aller à telle heure demain. Est-ce que vous voulez que j'appelle? Ça n'engage pas à grand chose et c'est disponible sur l'application. Autant que sur l'application, il y a aussi des contenus pédagogiques. Comment on dit bonjour? Est-ce que vous allez être à l'aise avec ce sujet? Tout ça, c'est à disponibilité sur l'application. Il faut un peu la farfouiller, il y a plein de choses dedans. C'est un petit couteau suisse. Trop bien. Je pense que ça va en motiver plus d'un s'ils l'ont pas encore téléchargé à la télécharger. On est pile dans les temps, il est 12h30, des gens commencent à partir déjeuner. J'ai plein de messages de mes collègues en parallèle et de participants qui me disent que c'était absolument génial et que franchement, je pense que ça a été informatif, touchant pour tout le monde. Moi qui avais déjà vu les vidéos et déjà vu les contenus, ça m'a refait le même effet. Donc franchement, c'était super. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps pour sensibiliser tout le monde. Et je pense qu'en cette période de fête là, très conviviale, très famille, très proche, c'est encore plus important de recréer ce lien avec les personnes à la rue qui n'ont pas forcément la chance de fêter les fêtes de fin d'année en famille ou avec des gens tout simplement. Donc c'était le bon moment. Bien sûr, toute l'année c'est important, mais là il y a quand même une émulation autour des fêtes de fin d'année. Donc un grand merci à tous les deux. Merci à tous les participants et participantes. On vous envoie le replay, le lien pour l'application Entourage que vous pouvez faire tourner à tous vos collègues, tous vos proches qui s'ils n'ont pas pu participer à ce webinaire. Et également, comme je vous le disais en introduction, le lien vers le calendrier solidaire pour vous inscrire, qu'on développe avec nos associations partenaires. Vous retrouverez d'ailleurs l'application Entourage dans ce calendrier solidaire parce qu'on a vraiment à cœur de la mettre en avant, elle est super. Et plein d'autres actions avec d'autres associations. Et pour celles et ceux qui veulent rejoindre Entourage, encore une fois, l'application ou rentrer directement en contact avec Julien et Justine si vous avez envie d'un contact privilégié. Je me permets de vous renvoyer vers nos deux intervenants et intervenantes. Et encore un grand merci à tous les deux. Je pense qu'on en sort tous grandis et on a cassé pas mal de préjugés. Merci à vous, merci à toi Garance pour l'organisation et à tous les participantes. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui se prêtent au jeu pour nous sensibles. Et nous, on y tient. Et ça fait vraiment très plaisir vos retours. Merci Julien. Merci beaucoup Justine. Et si vous voulez organiser des sensibilisations en entreprise avec vos collègues, envoyez ça à vos RH, à vos responsables RSE pour qu'ils prennent contact avec les antennes locales. Franchement, c'est des super moments à passer avec ces équipes et c'est hyper important qu'on soit de plus en plus à être sensibilisés. Parce qu'on est tous la solution contre l'exclusion, comme le dit si bien Entourage. Un grand merci et je termine ce webinaire quasi à l'heure et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Au revoir.